2 anciens membres des forces spéciales, lourdement armés, ont pris d'assaut un centre secret d'analyse de renseignement de la CIA. Right by my ear, what the hell? Get out! Go! Joe et Tanya ont été instantanément pétrifiés de terreur, car ce bureau n'était rempli que d'employés administratifs qui, face à cette violence soudaine, n'avaient absolument aucune capacité de se défendre ou de se sauver. Après que ses collègues se soient effondrés les uns après les autres dans des mares de sang, le cerveau de Joe s'est mis à tourner à toute vitesse, faisant preuve d'une incroyable volonté de survivre. Fort de sa parfaite connaissance de la disposition des pièces, il a conçu la voie d'évasion la plus parfaite en une fraction de seconde. À ce moment-là, les 2 assassins se trouvaient au 2e étage. S'ils voulaient le poursuivre jusqu'au sous-sol, ils devaient descendre 2 volets d'escalier, tandis que Joe avait l'avantage de la position et n'avait qu'un seul étage à descendre. Bien que Joe n'ait jamais reçu de formation professionnelle en combat, il avait l'habitude de courir 5 km chaque matin, et il connaissait les rues et ruelles du quartier comme sa poche. L'entrelacement de ces facteurs fortuits et inévitables lui a finalement permis de glisser entre les doigts de la faucheuse. Joe a couru à perdre haleine et a finalement réussi à s'engouffrer dans une station de métro. Bien que son esprit soit encore complètement vide à cet instant et qu'il ne comprenne pas du tout ce qui s'était passé, par simple précaution, il a décidé de manière décisive de changer de ligne lorsque le métro est arrivé à la station suivante. Ayant évacué dans une trop grande précipitation, il n'avait même pas pris son téléphone sur lui, et ce n'est qu'à ce moment précis qu'il a pu enfin ressentir un bref instant de répit. Cependant, Joe ignorait qu'il était déjà surveillé de près par des yeux tapis dans l'ombre. Les engrenages du destin avaient déjà commencé à tourner discrètement, et personne ne pouvait prédire l'issue fatale qui s'annonçait. En réalité, dès que les 2 tueurs ont appris qu'une personne s'était échappée, ils ont immédiatement contacté un hacker qui gérait la surveillance en arrière-plan. Turner, Is the situation containable? we need eyes. What am I looking for? Target is 6'2", brown hair, navy blue jacket. Ces 2 assassins travaillaient pour un vaste syndicat du crime nom de code, Requin Blanc, dont l'influence dépassait l'imagination, au point de pouvoir s'infiltrer à volonté dans les réseaux de surveillance du gouvernement. Comme prévu, les données de vidéosurveillance du système officiel ont rapidement fourni des informations cruciales aux tueurs, déterminant la position exacte de Joe. Got him. He's on an outbound blue. What's the next stop? Pentagon. Train is due to arrive at the station in 90 seconds. Ainsi, le tueur a écrasé la pédale d'accélérateur, emmenant la tueuse à toute vitesse vers le prochain arrêt de métro. Juste au moment où Joe pensait s'être tiré d'affaire, la tueuse s'était en fait déjà glissée silencieusement derrière lui. Joe est sorti de la rame le cœur palpitant, ignorant totalement que les caméras de sécurité dans son dos diffusaient le moindre de ses mouvements en temps réel. He's off the train, making for the north exit. I said north. I don't want him to recognize me. How would he recognize you? Pour ne pas éveiller ses soupçons, la tueuse a décidé d'éviter tout contact frontal pour le moment et a emprunté un autre couloir pour le prendre discrètement en filature, attendant de trouver le moment opportun pour frapper. À cet instant, le tueur était également arrivé sur les lieux, mais n'a pas aperçu Joe dans l'immédiat, jusqu'à ce qu'il croise soudainement sa silhouette à travers un espace dans la foule des passants. Bien que Joe n'ait jamais vu ce tueur auparavant, il était déjà sur le qui-vive et a vivement remarqué l'expression suspecte de cet homme. Sans dire un mot, Joe a fait demi-tour et s'est mis à courir. Grâce à son avantage physique exceptionnel, Joe a une fois de plus réussi à semer la poursuite implacable des 2 assassins. De l'autre côté de la rue se dressait une église solennelle, que les 2 tueurs ont rapidement rejointe pour la fouiller. Leur intuition était bonne, Joe n'avait effectivement pas pu fuir bien loin et gisait à ce moment-là, épuisé, sur les bancs de l'église. Sous la couverture d'un vieux prêtre, Joe a de nouveau échappé à la catastrophe. Mais il ignorait totalement qu'il était déjà impliqué dans une gigantesque et bouleversante conspiration. L'élément déclencheur de toute cette affaire remonte à 3 mois plus tôt, dans une réserve amérindienne de l'État du Mexique. Nathan, un cadre central du groupe, Requin Blanc, dirigeait alors un projet top secret. Ce jour-là, il était en train d'enterrer un tas de marmottes mortes avec la tueuse, cependant, leur comportement étrange a éveillé la méfiance d'un habitant local. L'homme était très perplexe, d'où pouvait bien provenir une telle quantité d'animaux sauvages morts en plein milieu de nulle part. Bien que Nathan ait désespérément inventé des mensonges pour le berner, il n'a manifestement pas réussi à dissiper les doutes de son interlocuteur. La tueuse n'a pas dit un mot du début à la fin, observant froidement les tentatives laborieuses de persuasion de Nathan. Voyant que l'autochtone ne les croyait pas du tout, la tueuse a finalement épuisé sa dernière once de patience.
Du début à la fin, elle n'a pas prononcé une seule syllabe, ce qui a parfaitement esquissé sa personnalité froide, cruelle et décisive, dénuée de toute émotion humaine et dotée d'une force psychologique extrême, une véritable machine née pour tuer. Après s'être débarrassés des cadavres de l'autochtone et des marmottes, les deux sont retournés à leur quartier général secret et isolé. Étonnamment, un nouveau virus à la contagiosité redoutable y était en cours de développement, et ces marmottes mortes n'étaient que les premières victimes sacrificielles de l'expérience. Et ce virus mortel était justement le baril de poudre qui allait déclencher le prélude sanglant de toute la série. À l'origine, Joe n'était qu'un simple analyste de données des plus ordinaires à la CIA, menant une vie routinière de métro boulot dodo, dînant parfois avec de vieux amis, une existence paisible. Son meilleur ami Sam et la femme de ce dernier ne pouvaient plus le supporter, estimant qu'il n'était plus tout jeune et que rester éternellement célibataire de la sorte n'était pas normal. Depuis sa rupture avec son premier amour Janice il y a 6 ans, Joe était toujours resté seul. Sam travaillait également pour la CIA, mais en tant qu'agent de terrain très expérimenté, et il était comme un frère pour Joe. Le couple s'inquiétait tellement pour lui qu'il l'a inscrit de force sur une application de rencontre pour lui trouver un rendez-vous malgré ses objections, afin de lui éviter de toujours tenir la chandelle. Do you want to drink tomorrow? No. Don't send anything. Don't send it. Ce soir-là, Joe avait bu jusqu'à en être étourdi, et ce n'est qu'à son réveil le lendemain qu'il a découvert que la personne avait bel et bien répondu à l'invitation envoyée par Megan pour lui. Il s'était donné rendez-vous à 22 h au bar. L'appartement de Joe se trouvait à environ 5 km de son lieu de travail. Durant ses plus de 5 années passées à y travailler, il s'était obstiné à faire le trajet en courant tous les jours, ce qui, par un heureux hasard, lui a permis de forger ses talents de survie ultérieurs. À ce moment-là, l'esprit de Joe était encore entièrement préoccupé par son rendez-vous du soir, quand Sam l'a soudainement appelé en urgence, lui annonçant d'un ton inhabituellement grave qu'une catastrophe s'était produite et qu'il devait se retrouver immédiatement. Sous les indications de Sam, Joe est finalement arrivé au point de rendez-vous. Sam l'attendait déjà dans sa voiture depuis un bon moment, avant de l'emmener en trombe vers le centre de commandement antiterroriste de la CIA. Sam a révélé que le programme algorithmique développé par Joe 2 ans auparavant, conçu pour utiliser le big data afin de filtrer les terroristes potentiels à l'échelle mondiale, était en cause. Bien que son taux de précision ne soit que d'environ 12%, Joe avait toujours cru que ce programme était oublié depuis longtemps, il ne s'attendait pas à ce que la CIA continue de l'utiliser en secret. De plus, ce matin même, le programme avait généré une liste d'alertes extrêmement dangereuses. Un homme figurant sur cette liste, nommé Nazari, venait tout juste de récupérer un colis mystérieux aujourd'hui, ses motivations actuelles étaient inconnues, et il conduisait à toute vitesse vers un stade. Or, ce stade précis accueillait aujourd'hui une compétition d'envergure mondiale, avec pas moins de 80 000 spectateurs dans les gradins. Ce qui était encore plus suspect, c'est que Nazari avait réussi à s'infiltrer dans le stade en tant qu'employé temporaire 6 semaines plus tôt grâce à un tas de faux documents. Si l'on examinait ces indices séparément, ils semblaient tous très banals, mais lorsque le colis mystérieux, la fausse identité pour décrocher un travail temporaire, et le ciblage précis du programme de Joe s'additionnaient, les hautes sphères de la CIA ne pouvaient s'empêcher de soupçonner que Nazari s'apprêtait à lancer un attentat terroriste à la bombe dans ce stade rempli de dizaines de milliers de personnes. Si Joe avait été convoqué cette fois-ci, c'était parce que le directeur adjoint souhaitait entendre le verdict définitif du créateur de ce programme. La direction de la CIA avait déjà décidé de recourir à des mesures extrêmes, envoyer directement une équipe d'intervention abattre Nazari sur place à l'extérieur du stade, afin d'éliminer définitivement toute menace future.